Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est Bruno Fulini qui est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Invité Bruno Fulini, c'est la promesse d'entendre évoquer des histoires inconnues et passionnantes. Eh bien c'est précisément l'ambition du nouvel opus qu'il vient nous présenter aujourd'hui. Ça s'appelle Justicier, ça paraît chez Perrin avec comme sous-titre Histoire vraie. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question d'Alice qui veut en savoir plus sur les origines du bizutage. Oui, et ça me fait prendre conscience qu'on a oublié de vous bisuter, vous, oui, au début de l'année. C'est pas grave. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La musique de Carlo Gesualdo est contemporaine de celle de Monteverdi. On est à la charnière du XVIe et du XVIIe siècle. Elle est connue aujourd'hui des musicologues et des mélomanes les plus avertis, mais elle est inconnue du public, il faut le dire. Et je dois avoir l'honnêteté de vous dire qu'avant cette émission, je ne la connaissais pas du tout. Et pourtant, même si l'on n'en apprécie pas toutes les subtilités, chacun, je crois, peut y déceler, au détour de la mélodie, une forme de détresse et même d'angoisse. Voilà ce que nous dit Bruno Fulini à son sujet. À chaque instant, une rupture, une dissonance savante et inattendue résonne comme un ricanement satanique. La vie, nous dit-elle, cette musique, la vie est un piège. Les plaisirs, les amours, les vanités nous entraînent dans une ronde que nous croyons joyeuse et voyez, la trappe s'ouvre. Les démons vous saisissent et vous transpercent. La souffrance et la loi qui s'impose à tous. Je vous propose d'en écouter quelques accents de cette musique si particulière. Vous l'entendez, ce mystère qui habite une telle musique, la musique de Carlo Gesualdo, et qui peut apparaître comme l'aveu de profonds tourments. Il est tentant, à partir de là, de chercher la source des tourments de l'auteur, du compositeur, dans sa vie même. Carlo Gesualdo est l'héritier d'une famille princière italienne, mais il a été, et vous allez voir jusqu'où, un meurtrier cruel dont les actes ont littéralement frappé l'Europe de stupeur. Il faut qu'on se replace un petit peu avant l'événement tragique. Nous sommes à Naples en 1586, un jour de printemps, à l'église San Domenico Maggiore, et on est dans le cœur de Naples. Des noces somptueuses sont célébrées. C'est un événement pour la haute aristocratie locale. Le jeune marié s'appelle Carlo Gesualdo. Il a 20 ans. Il est l'héritier des princes de Venosa. Il faut imaginer un homme élégant, cultivé, fou de musique. Il a reçu une éducation soignée. Il ne faut pas oublier à quelle époque on se situe. On est en pleine réforme catholique et c'est l'éducation rigoureuse de l'époque. À ses côtés, pour recevoir le sacrement du mariage, se trouve Maria d'Avalos. Elle est sa cousine germaine, elle a 4 ans de plus que lui, elle est très séduisante, elle a déjà une certaine expérience puisque à 24 ans, elle est 2 fois veuve. Ce mariage qui les unit est l'occasion de festivités superbes. On est dans cette cité merveilleuse de Naples, à l'ombre du Vésuve. Voici comme Anatole France décrit dans son ouvrage Les Puits de Sainte-Claire cette noce. 12 chars, écrit-il, traînés par des chevaux recouverts d'écailles, de plumes et de fourrures, promenaient dans la ville des hommes et des femmes nus, dorés tout en plein, qui représentait les divinités de l'Olympe. Une tablette élevée au-dessus d'un des chars portait cette devise « L'amour vainqueur des parcs ». Et il fallait entendre par là, nous dit Anatole France, que les 2 époux goûteraient l'un près de l'autre un long âge de bonheur, mais cet amour, plus fort que les destins, était un faux présage. En effet, cette union pleine de promesses
ne va pas tarder à connaître de profondes difficultés. Et malgré la naissance rapide d'un héritier, qu'on appelle Emanuele, on va voir bientôt s'amonceler les nuages dans le ciel des jeunes mariés. Il faut vous dire que la belle épouse, la jeune épouse, n'a pas tout à fait une conduite irréprochable. Elle succombe assez vite au charme du beau Fabrizio Carafa, qui est duc d'Andria. Il ne se cache pas tellement, ces deux-là, pas suffisamment en tout cas. Pour le fier Gesualdo, l'affront est insupportable. C'est, pense-t-il, son honneur qui est en jeu et celui de sa famille, de sa lignée, pas de doute, il lui faut réagir. Ah, vous allez voir, il va réagir. La réponse, si l'on peut ainsi l'appeler, a lieu dans la nuit du 16 au 17 octobre 1590, vers 1h du matin. Un serviteur de la maison Gesualdo a la surprise de voir son maître faire irruption dans les quartiers de son épouse. Il s'est vêtu, il s'est armé pour la chasse. Évidemment, le domestique est un peu surpris et Gesualdo lui glisse seulement « Tu vas voir quelle sorte de chasse je fais ». Il est accompagné de 3 hommes de main. Il entre donc chez sa femme. Il la trouve, c'est pas tellement une surprise, en compagnie du beau marquis. Là. Il était duc d'ailleurs, du duc d'Andria. Difficile de savoir ce qu'il s'est vraiment passé dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que le crime est horrible. Et voilà comment Bruno Fulini nous le raconte. Non seulement il éventra, lacéra ce corps nu qui avait nargué son orgueil et sa puissance en se donnant à d'autres, mais il se livra au sacrifice publiquement, exhibant la pécheresse aux yeux de 3 hommes de rien qu'il avait recrutés. De manière organisée, préméditée, elle périt déshonorée, tout comme son amant d'ailleurs, ce duc d'Andria qui venait prendre du bon temps avec sa dame. Gesualdo et ses hommes de main le supplicièrent, le saignèrent comme un porc avant de l'étriper doucement. La mort vint pour lui comme une délivrance. Ce double assassinat commis, Gesualdo ressort de la chambre, il faut l'imaginer, couvert de sang et les mains très ensanglantées, mais ce n'est pas fini. Il retourne dans la chambre et tout à sa haine, il frappe à nouveau le corps martyrisé de sa femme en disant « Je ne crois pas qu'elle soit morte ». Et pourtant, c'en est bien fini du couple adultère. Gesualdo croit avoir lavé son honneur, peut-être même se présente-t-il libéré, se pense-t-il libéré d'une certaine manière. En fait, c'est tout le contraire, parce que ce crime qu'il a maintenant commis va le poursuivre, va l'habiter, va en quelque sorte transformer son existence. L'étrange musique de Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo, ce prince, musicien et criminel dont Franck Ferrand vous raconte l'histoire cet après-midi jusqu'à 15h sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire de ce prince musicien et criminel Carlo Gesualdo qui vient de tuer avec beaucoup de violence sa femme et son amant, un crime qui va le poursuivre. Et oui, alors évidemment, il ne va pas rester à Naples, vous vous doutez bien. Il a peur tout simplement d'une vengeance terrible des proches des 2 victimes et de leur famille. On est quand même dans des règlements de compte, là. D'un point de vue légal, il ne risque pas grand-chose, parce que pour tout vous dire, le vice-roi de Naples, vice-roi espagnol qui règne à l'époque sur Naples, essaie de minimiser l'affaire. On essaie de tasser les choses comme on peut. Après tout, à ses yeux, le mari trompé n'a jamais commis qu'un acte de justice. Il n'empêche, la violence du double crime d'honneur sidère toute la société de l'époque. Il faut imaginer Naples et bientôt toute la péninsule italique qui ne bruisse que de ce fait divers, et bientôt toute l'Europe. Alors on a de salon en salon, de cours en cours, on brode sur l'histoire, on ajoute des détails bien entendu, et déjà on peut dire que c'est la légende du sombre Gesualdo qui s'était. Pas étonnant dès lors que, on est quand même dans une affaire qui mêle le sexe, le crime et l'honneur, pas étonnant que de nombreux artistes s'en saisissent.
Voici ce que nous dit Catherine Deutsch. L'imaginaire littéraire et poétique s'empara durablement de cet épisode, le transformant peu à peu en mythe, tantôt hymne à l'amour, tantôt moralisateur, tantôt affublé d'épisodes morbides et extravagants. Et par exemple, le poète italien Le Tasse, qui est bien connu, Gesualdo, va composer ces vers qui sont cités par Denis Maurier. « Pleurez, ô grâce, et vous aussi pleurez, ô amour, les cruels trophées de la mort et les cruelles dépouilles du si beau couple que la mort envieuse nous a ravis, et les noires pompes et les horreurs des ténèbres. » C'est comme si les poètes, lorsqu'ils se mettaient à parler de Gesualdo, avaient à l'esprit la musique de cet étrange compositeur. Alors lui est donc, je vous l'ai dit, dans un de ses châteaux, à une distance respectable de Naples. C'est un homme morose qui devient de plus en plus taciturne et qui consacre son temps à différents travaux de construction, à l'alchimie aussi, qui est très à la mode à cette époque. Il faut penser un peu aussi à la cour de Rodolphe, à la même époque. On est du côté de Prague, etc. On est dans cette espèce de noirceur étrange. C'est bien sûr, et d'abord, la musique qui accapare son esprit. Elle est pour lui une consolation, elle est sans doute un exutoire. Et alors que son père meurt en 1591, le prince criminel, qui devient pleinement maître de sa maison, songe à se remarier. Alors là, on se dit, oulala, la pauvre, la future épouse, on n'aimerait pas du tout être à sa place. Il y a une belle occasion qui se présente, puisque la prestigieuse famille d'Este a peur à cette époque, pour des raisons dynastiques assez compliquées, a peur de perdre son duché de Ferrare au profit des États pontificaux. Et donc elle est à la recherche d'appui à Rome. Or il faut savoir que Gesualdo a un oncle qui est cardinal, et pas n'importe quel cardinal, l'un des plus influents de la curie. Des négociations s'ouvrent à ce moment-là pour que Gesualdo épouse donc la cousine du duc de Ferrare, Leonora d'Este. Et c'est en décembre 1593 que notre Carlo sort donc de son château pour prendre la route de Ferrare, où doit se régler l'affaire. Il semble aussi que la cour des Estes l'intéresse pour les nombreux musiciens de renom qu'elle réunit. Et l'on se demande si sur la route, il songe davantage aux musiciens ou à celle qui déjà lui est promise. Alors là-bas, il y a quand même quelques inquiétudes sur le compte du prince criminel. Voilà ce qu'un homme de confiance du duc de Ferrare raconte. Il a rencontré Gesualdo en chemin et il essaie de rassurer son maître. Il est cité par Maurier, je le cite. Gesualdo parle abondamment et ne donne aucun signe d'être un homme mélancolique. Il parle de chasse et de musique et se déclare lui-même faire autorité dans ces deux sujets. Il m'a parlé de musique il m'a plu parler de musique que je n'en ai entendu en un an. Il en fait ouvertement profession et expose ses connaissances à tout le monde de manière telle qu'on ne peut que s'émerveiller de son art. Ainsi, même si la passion de Gesualdo pour la musique tourne visiblement à l'obsession, on peut imaginer qu'à cette époque, il est relativement serein, avec un esprit relativement apaisé. Vous aurez bien compris que tout est dans le relativement. Le mariage a lieu. Ça se corse nos affaires. La pauvre Leonora d'Este va épouser Carlo Gesualdo en février 1594. Il faut imaginer les grandes festivités qui illuminent la ville de Ferrare. Elle n'est pas toute jeune, Leonora. Elle a 32 ans. Alors peut-être que d'un côté, elle est heureuse de faire une fin et de trouver un mari à la fois très prestigieux, prestigieux, d'une famille prestigieuse et très fortunée. En même temps, elle a sans doute quelques doutes sur ce mariage. La vérité, c'est qu'elle est forcément ignorante de l'enfer qui l'attend. Carlo Gesualdo, le compositeur, est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1, car en plus d'être compositeur, il est aussi criminel. Franck Ferrand vous raconte son histoire dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Il s'appelait Carlo Gesualdo, il était prince, musicien, et après avoir tué sa première femme, Carlo Gesualdo vient de se remarier. Alors, comment va se comporter Carlo en ménage avec sa nouvelle épouse, Leonora? Il est vraiment pas aimable avec elle, c'est le moins qu'on puisse dire, mais dans un premier temps, ça se passe relativement bien. Ils vont d'ailleurs avoir un fils, le petit Alfonsino. Le problème, c'est qu'à cette époque, vous savez, il y a beaucoup de mortalité en bas âge et le petit Alfonsino ne survit pas. Et après sa mort, nous dit Denis Maurier, les relations se dégradent entre les deux époux. Dans de nombreux courriers à ses frères, Leonora se plaint des mauvais traitements psychologiques et physiques infligés par son mari, un mari très dur, qui la rudoie, qui est d'une avarice sordide, mais qui aussi la trompe. Alors ça, allègrement, à l'époque ça paraît assez naturel, mais va jusqu'à la molester, jusqu'à la séquestrer. Il est vraiment, c'est un personnage tyrannique. Il peut se montrer relativement apathique et le lendemain être violent, incontrôlable, et ça va loin, bien entendu. On parle déjà d'une annulation du mariage, et le pape, dit-on, aurait souscrit à l'idée de cette annulation. Mais Leonora va rester, pour des raisons qui nous échappent et qui sont sans doute liées à l'habitude, etc., à l'éducation, elle va rester auprès de son mari, un mari de plus en plus instable. Il est comme hanté par son passé, ce Gesualdo. Il est comme hanté par son crime et le comportement qu'il affiche est de plus en plus singulier. Ça ne va que contribuer à nourrir encore un peu plus sa légende, bien entendu. Il est absorbé par sa musique, ça c'est certain. Mais la musique est-elle un exutoire suffisant à entendre les pages sombres, torturées même, peut-on dire, de Gesualdo? On comprend que la musique ne suffit plus, en quelque sorte, à calmer ses mauvais penchants. Il associe à la musique des textes, vous savez, qui renvoient à des thèmes qui font songer aux remords qui doivent l'habiter, la peur, la souffrance, la contrition. Il faut savoir qu'à cette époque, il est bienfaiteur, il attache une importance particulière à des institutions religieuses dont il finance un certain nombre de réalisations, et notamment pour un jugement dernier qu'il a acquis lui-même pour un couvent capucin. On ne peut que se poser des questions, puisque, voilà ce que nous dit Denis Maurier, dans la partie inférieure du tableau, on découvre le purgatoire où attendent, perdus dans les flammes, un homme et une femme. La tradition a vu dans ces deux personnages les âmes tourmentées de Maria d'Avalos et du duc d'Andria. Et oui, ils sont là, toujours. Il y a des angoisses chez ce Gesualdo. Naturellement, il est assailli par des maux qui font craindre même pour sa santé. Il est très fragile. Vous aurez compris qu'il est fragile psychologiquement. Il l'est aussi physiquement, semble-t-il. Et plus le temps passe, et plus il va sombrer dans un véritable masochisme, si j'ose employer cet anachronisme. Quand il passait le soir sous les murs du château, raconte Bruno Fulini, ces paysans se signaient car ils sortaient de la sombre forteresse de Gesualdo des cris et des gémissements qui n'avaient rien de musicaux. Le prince avait recruté de nouveaux spadassins, de jeunes hommes sans scrupules, qu'il payait à le battre. À son commandement, pour une durée convenue, il le tourmentait, le rudoyait de toutes les manières, sans risque de rétorsion, comme s'il fallait préparer le châtelain égaré au tourment de l'enfer. Et on dit même qu'il se fait flageller quand il a besoin d'aller à la selle. C'est vraiment, on va très loin dans les perversions masochistes. Et bientôt, Gesualdo va sombrer, disons-le, dans une sorte de noirceur totale. Il perd en août 1613 cet enfant qu'il avait tué avec Maria, sa première femme, vous savez, qui s'appelait Emanuele, je vous en ai parlé tout à l'heure. Eh bien, quelques semaines après cette mort, c'est lui, le prince criminel, qui va subir quelque chose d'assez étrange. Il y a deux scénarios là qui sont assez différents. L'un, assez banal, nous parle d'une crise d'asthme au cours de laquelle Gesualdo aurait trépassé. L'autre est nettement plus intéressante par rapport à ce qu'on vient de raconter. Il est question d'une séance de pénitence. Et là, le prince tourmenté se serait infligé lui-même l'ultime sanction terrible, suprême, mortelle. L'assassin de Maria d'Avalos s'était institué justicier de son propre crime, nous dit Bruno Fulini. Ainsi donc, Carlo Gesualdo
est mort. Mais maintenant qu'il est mort, on est peut-être plus libre encore qu'auparavant de brosser, de broder sa légende. Une légende dans laquelle interviennent énormément de fantasmes qui viennent se greffer à la réalité, bien entendu. Surtout, Gesualdo laisse derrière lui une œuvre musicale qui va passionner, qui va intriguer de nombreux mélomanes et des musiciens et des compositeurs au fil des siècles. Je pense à Igor Stravinsky notamment. Ses compositions les plus tardives renvoient à ce lien mystérieux qui peut exister entre le crime et le génie, qui se manifeste parfois entre le péché et la grâce. Le double assassinat commis par Gesualdo, en tout cas, a profondément changé l'homme et il a sans doute profondément imprégné son art. C'est Catherine Deutsch qui le dit. Il est fort probable que, sans la tragédie qui marqua définitivement la vie de Gesualdo, entraînant son bannissement de la haute société napolitaine et changeant radicalement le cours de sa vie, celui-ci ne serait jamais devenu le musicien que l'on connaît aujourd'hui. La question qui se pose à partir de là est la suivante. Est-ce qu'il faut vraiment ou est-ce qu'il aurait fallu le regretter ? Bonjour Bruno Fulini. Vous nous régalez à chaque fois d'histoires extraordinaires et ce livre, Justicier, en regorge. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et aujourd'hui, Franck Ferrand, vous recevez Bruno Fulini, écrivain et historien, auteur de Justicier, histoire vraie, paru chez Perrin il y a quelques jours. Historien, on le sait, écrivain, il le prouve à chaque ouvrage et notamment dans celui-ci, car il s'agit d'un véritable récit. Nous viendrons, si vous le voulez, tout à l'heure, Bruno Fulini, sur la forme même que prend ce récit et sur l'aventure singulière et l'aventure à part entière que constitue sa lecture. Avant cela, peut-être un certain nombre d'affaires, puisque vous êtes allé chercher d'ailleurs où ? Dans les annales de la police, dans les archives, d'où vous sortent ces extraordinaires histoires ? En fait, ces histoires gisent effectivement dans les archives ou dans des vieux livres, et un des personnages du livre a un adage qu'il répète souvent à ses élèves, qui est qu'un bon policier est d'abord un bon bibliophile. Alors ça peut paraître curieux parce qu'on imagine plutôt le policier homme d'action, mais les criminels d'aujourd'hui souvent ne font que répéter des scénarios, des crimes, parfois des cheminements très pervers qui ont été repérés dans les siècles passés, et connaître ces scénarios, c'est connaître le crime lui-même. Alors le crime de Gesualdo pourrait passer pour une simple vengeance d'aristocrate. Et alors là, il y en aurait tellement à citer. Il y en a l'histoire en est littéralement pleine. Mais là, on est dans un autre cas, puisque l'évolution du personnage et le masochisme dont il va finir par mourir lui-même, si je puis dire, prouvent bien qu'il y avait quelque chose de spécifique chez lui. Il y avait une attirance pour autre chose. Il y avait à la fois un personnage très tourmenté et puis une expérience sans doute indicible, d'où le recours à la musique en fait, parce que bien sûr un aristocrate trompé qui lave son honneur dans le sang, c'est tout à fait banal à cette époque-là, et la singularité de Gesualdo, c'est la férocité, la perversité du châtiment, à telle enseigne que peut-être, c'est une hypothèse que je forme, il a lui-même été épouvanté par sa capacité à aller au-delà des limites, et nous sommes à une époque où bien sûr on croit au diable, on croit à l'enfer, et cet homme qui pourrait passer pour un sadique et qui va devenir un masochiste, c'est un homme qui sans doute comprend qu'il va finir aux enfers et qui s'y prépare, qui expie en quelque sorte dès cette vie présente, parce qu'il sait déjà ce qu'il attend au-delà du trépas, et il est véritablement hanté par ce crime. Il se crée sur Terre une antichambre de l'enfer. Tout à fait, il se prépare, et lorsque moi aussi j'ai commencé à écouter cette musique, et je ne l'ai écoutée qu'après avoir eu connaissance de cette histoire d'un point de vue criminel, j'avoue que j'ai eu les sangs glacés par cette musique, parce qu'on a l'impression qu'elle émane par des failles un petit peu secrètes et bien des tréfonds de l'enfer. Hein, c'est vrai qu'elle est étrange cette musique. On va en écouter un petit morceau tout à l'heure d'ailleurs, parce que ça mérite de se mettre ça dans l'oreille, si je puis dire. Alors, vous évoquez, quand je dis vous, c'est l'un des personnages de votre livre, et on viendra à ces différents personnages tout à l'heure, vous évoquez un certain nombre de grandes affaires qui sont en quelque sorte emblématiques du crime.
et qui ont servi de modèle aux policiers pour étudier d'une manière... Est-ce qu'on pourrait parler de cas d'école, tout simplement ? Ce sont exactement des cas d'école, c'est-à-dire que ces histoires sont vraies. C'est un roman qui n'est composé que d'histoires vraies, parce qu'elles sont racontées par un professeur de criminalistique. Et il va puiser dans ces histoires à la fois des exemples de crimes, mais aussi des exemples de résolution. C'est-à-dire que l'art d'interroger, l'art d'enquêter, ce qu'Edmond Locard appelait la technique policière, tout ça s'est mis au point de façon concrète, en poursuivant des criminels. Et donc, c'est en se penchant sur ces affaires qu'on voit comment on a inventé, finalement, la police moderne et l'enquête moderne. Certaines de ces affaires sont très célèbres. Je pense à l'affaire du tueur de Bonne, l'affaire du Mollard. Ça, c'était au milieu du 19e siècle. Oui, nous sommes en France, pas très loin de Lyon, dans la Dombes. Et en fait, on retrouve des jeunes filles, alors des fois des cadavres. Et parfois aussi, vous avez de très jeunes femmes qui viennent tambouriner la nuit à la porte des fermes parce qu'elles ont été entraînées à la campagne par un brave bonhomme qu'elles ont rencontré à Lyon. Ce sont généralement des domestiques, des petites bonnes. Nous sommes dans les années 1850, au début des années 1860, sous le Second Empire. Il leur a proposé une bonne place dans un château. C'est bien payé, pas trop de travail. Donc elles ont tout quitté. Elles sont parties avec leurs baluchons, leurs affaires. Très obligeamment, il a porté une partie de leurs affaires. Le voyage dure longtemps. La nuit commence à tomber. Il connaît un raccourci, mais c'est à travers champs. Et bon, les plus malines, évidemment, ont détalé à toutes jambes et ainsi ont eu la vie sauve. D'autres ont été non seulement dépouillés, mais assassinés par lui. Plus tard, on retrouvera même une de ses victimes qui aura été enterrée vivante. On trouve de la terre dans ses poings. Et ce personnage atroce est en fait le premier tueur en série répertorié en France. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque où ces premiers crimes commencent à faire parler, on n'a aucune idée de ce que peut être un tueur en série. Le concept n'existe pas. Au maximum, on pourrait penser aux ogres des contes pour enfants. Et il y a à Trévoux un petit juge, le juge Genot. Il est formidable. Qui est extraordinaire parce qu'il a sans doute une intuition au départ. Il a l'intuition que ces crimes qui se ressemblent, en fait, ont un même auteur. Et voilà. Et pendant plus de 6 années, il va accumuler les témoignages, les données, les informations, ce qui fait que le jour où une petite bonne réchappera du crime en laissant sa malle, et que cette lourde malle aura disparu le lendemain, indiquant donc que le criminel habite tout près, il va pouvoir faire circuler un signalement très précis et on va arrêter le sinistre du Mollard. Quand vous dites que les crimes en série à l'époque n'étaient, enfin que l'idée de serial killer n'existait pas, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de crimes en série ou que lorsqu'ils avaient lieu, on n'était pas capable d'en incriminer l'auteur et souvent, certains ont dû être condamnés pour 1 ou 2 crimes alors qu'ils en avaient commis 20. Tout à fait. D'abord, c'est à une époque où on n'est même pas capable de repérer un récidiviste pour un simple vol. En plus, la police à l'époque est très mal organisée. À Lyon, il y a une police au sens strict. Dans les campagnes, ce sont des gendarmes, souvent des gendarmes à cheval. Les petites communes ont des gardes champêtres. Tous ces gens-là, évidemment, communiquent très peu entre eux. Donc, il suffit d'être un bon marcheur, comme du Mollard, comme plus tard, évidemment, Vacher, le tueur de bergères, et plus tard, au temps de l'automobile, un Landru. Il suffit de franchir quelques limites administratives pour tuer à répétition sans se faire prendre. Et donc c'est vraiment l'intelligence et l'organisation de quelques enquêteurs hors pair, géniaux, qui vont permettre de repérer les premiers tueurs en série répertoriés comme tels. Mais combien de crimes en série sont restés impunis ? Et si les victimes sont originaires d'endroits très éloignés, c'est encore plus difficile. Je pense à la célèbre affaire ce que vous appelez du cimetière marin d'Aberdeen. Drôle d'histoire que ce cimetière marin Aberdeen, donc ça n'est pas la ville écossaise, c'est un port, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, c'est un port même sur la face pacifique en fait des États-Unis, non loin de la frontière canadienne. Et c'est un port où pendant longtemps des marins disparaissent. Alors on peut se dire ils ont posé leur sac, ils sont partis tenter leur chance en Alaska pour la ruée vers l'or parce qu'on est à la fin du 19e siècle. Ils sont partis dans l'Ouest. Bon, mais enfin il y a quand même beaucoup de disparitions dans ce port. Et puis un jour arrive à la capitainerie
un certain Billy Goll, qui est un type bien connu dans le coin, puisque grosso modo il actionne la pompe à bière au foyer du marin, et il est d'origine allemande et il est désespéré parce qu'il avait un bon copain, un marin, August Schleuter, qui a disparu. Il voudrait savoir si on a des nouvelles. Et là, très ennuyé, les fonctionnaires de la capitainerie lui disent oui, malheureusement, on a retrouvé son cadavre. Et vous êtes sûr que c'est lui? Oui, oui. D'ailleurs, il y avait une montre à son nom gravée à son poignet. On lui donne la montre, les quelques effets de ce marin qui est à Xème victime de ce mal mystérieux qui fait disparaître des marins à Aberdeen. Et puis la capitainerie envoie un petit message. Bon, et là, nous sommes en 1910 cette année-là. Et ce petit message va être répercuté dans la presse. Et comme la victime est allemande, eh bien, il va y avoir 2 lignes dans la presse allemande. Un marin de Hambourg, August Schleuter, mystérieusement assassiné à Aberdeen. Sauf qu'à Hambourg, il y a un bonhomme qui s'appelle August Schleuter et qui est quand même un petit peu étonné d'apprendre son décès dans un port américain où il n'a jamais mis les pieds. Et alors, il essaye d'en savoir un petit peu plus. C'est, si vous voulez, une des premières enquêtes de la mondialisation, parce que les enquêteurs... Mondialisation avant l'heure, parce qu'on est à la fin du 19e. Là. L'affaire commence à la fin du 19e, là on est en 1910, au moment où arrive cette histoire-là, et en fait ça se passe par câble. On en s'envoie des câbles, des télégrammes en quelque sorte, et donc August Schleuter réussit à entrer en contact avec les Américains d'Aberdeen pour leur dire « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis bien vivant, n'annoncez pas, montrez pas comme ça. » Et on lui répond « mais non, vous êtes mort, la preuve, sur le cadavre, il y avait la montre avec August Schleuter Hambourg. » Il dit « mais oui, mais c'est normal qu'il y ait mon nom sur la montre, je suis horloger. » Donc en fait, le nom sur la montre n'est pas celui de la victime, mais celui du fabricant à Hambourg. Ce qui rend, mais alors plus que suspecte, la démarche de ce Billy Goll qui est venu pleurer la mort d'August Schleuter, qui n'a jamais existé en tant que marin. Donc on va vite perquisitionner au foyer du marin, et là, c'est l'horreur absolue, puisqu'en fait, le Billy Goll en question, c'est un tueur en série, très affable, très sympathique. Alors quand les marins arrivaient en groupe au foyer du marin, ils ne risquaient rien. Mais lorsqu'un marin un petit peu matinal arrivait tout seul avec son gros sac, on lui offrait un café ou une bière, on le faisait un peu parler, est-ce qu'il avait de l'argent, est-ce qu'il avait de la famille qui l'attendait, et s'il était un peu pourvu et que personne n'allait le réclamer tout de suite, eh bien il était vite abattu. Et puis il y avait une trappe qui permettait de le faire glisser discrètement dans l'eau, souvent lesté d'ailleurs, c'est pourquoi on a retrouvé très très peu de corps. Et puis Billy Goll vivait en fait de ces marins qu'il dépouillait purement et simplement. C'est cette montre qu'il a perdue, il a cru malin de laisser dériver le corps avec la montre pour la récupérer après sous un faux prétexte. Et en fait, la montre n'étant pas au nom du marin, mais au nom du fabricant, il a été arrêté, il a été jugé, il n'est pas condamné à mort. Le jury va considérer qu'il a des circonstances atténuantes en quelque sorte, parce qu'il est dans un état mental un peu étrange. Et finalement, ça sera pire que la mort parce qu'il est syphilitique et il va mourir 17 ans plus tard dans des souffrances absolument atroces. C'est bien, c'est léger, c'est rafraîchissant vos petites histoires pour bien finir la semaine, Bruno Fulini. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Franck Ferrand avec la musique de Carlo Gesualdo dont vous nous avez raconté l'histoire cet après-midi, ce musicien tourmenté, tueur, criminel. Vous recevez Bruno Fulini, Franck Ferrand, écrivain, historien et auteur de Justicier, histoire vraie paru chez Perrin. Justicier, histoire vraie, mais roman surtout. C'est-à-dire que tout ça, vous avez fondu toutes ces histoires passionnantes, Bruno Fulini, dans une autre histoire non moins passionnante, qui est celle de votre héros, Antoine, qui vient assister à des cours, non pas de criminologie, mais de façon plus spécifique, de criminalistique. Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs ce qu'est la criminalistique. La criminalistique est la science de tout ce qui permet à l'enquêteur de remonter à l'origine d'un crime, et donc c'est la dimension véritablement technique de la chose. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce personnage fictif d'Antoine arrive dans un lieu qui est bien réel, qui est une école où sont formés nos commissaires de police. Donc lui et ses amis sont de jeunes élèves commissaires. Voilà, donc nous sommes sur les hauteurs de Lyon, et c'est en visitant cette école que j'ai eu l'idée de ce livre, car cette école non seulement existe, mais est assez spectaculaire dans
la mesure où c'est un ancien couvent. C'est un couvent des Sœurs Ursulines, donc qui a tout l'aspect d'un couvent, qui est perché comme cela au-dessus de la métropole lyonnaise. Et dans ce lieu d'apparence religieuse, eh bien, vous avez des cours sur l'art de manipuler un indicateur, vous avez évidemment un entraînement physique important, et puis bien des sûr cours sur l'enquête. Et bien sûr, vous avez non seulement des cours, mais aussi un centre de documentation très bien fourni et des collections avec toutes sortes d'objets qui ont été accumulés là par les grands pontes lyonnais de la criminologie et de la criminalistique, parce que Lyon est vraiment la capitale historique de cette science policière-là, avec des gens comme Lacassagne, avec des gens comme Edmond Locard, et toute cette mémoire est conservée dans cette école. Alors, vous avez cité là les noms des grands maîtres, si je puis dire. Votre professeur à vous, il s'appelle Johannon. Et il s'inspire d'un vrai, parce c'est une sorte de savant cosinus, un peu comme ça. Il s'inspire d'un vrai prof. C'est un personnage composite. un peu composite, un peu hoffmannien. Alors le directeur de l'école aimerait bien s'en débarrasser parce que ce vieil homme avec ses histoires un peu sinistres, bon, ça fait un peu tâche, c'est pas très scientifique non plus. Bon, mais il y a un petit groupe d'élèves commissaires qui sont vraiment fans de ce cours-là et donc qui vont par leur inscription maintenir ce cours. Et c'est les enseignements de ce cours, ces histoires vraies du passé qui vont permettre de résoudre une énigme qui se pose aujourd'hui dans cette école, puisque le jour de la rentrée, eh bien, un crime est commis dans l'enceinte même de l'école. Avec une double résolution assez surprenante à la fin, mais évidemment, je ne vais pas tout dévoiler, je ne vais pas tout gâcher. J'espère que nos auditeurs auront le plaisir d'être surpris. C'est tout le bonheur de lire parce que c'est un roman policier, quand même, il faut dire les choses, même si vous vous appuyez sur énormément de faits vrais, on est dans un roman policier. Alors, vous avez cité un nom, c'est celui d'Alexandre de Lacassagne. Quel est son rôle dans l'histoire de la criminologie ? Alors, Lacassagne, c'est un médecin. C'est un médecin qui au départ est même un médecin militaire, donc il vient d'un assez petit milieu. Il a appris la médecine dans le service de santé des armées. Bon. Et puis à un moment il est muté en Algérie, et vous savez qu'en Algérie on envoyait les mauvais garçons au bataillon d'Afrique, qui étaient des unités disciplinaires mais en fait de véritables bagnes militaires. Et n'étant pas du tout snob, aimant bien le contact, en bon médecin, il est allé voir ces Baddaf, c'est joyeux, donc c'est très mauvais garçon, par exemple pour décalquer les tatouages qu'ils faisaient sur leur peau, pour étudier leur langage, pour voir un petit peu quelle était l'histoire de chacun, qu'est-ce qui les conduisait au crime. Et il va devenir, au-delà de la médecine et de la médecine légale, il va devenir un des théoriciens de l'anthropologie criminelle, avec une idée qui s'oppose complètement à une autre théorie. Lui, c'est l'idée du crime social qui s'oppose à la théorie du criminel né. Pour faire vite, en Italie, il y a un grand criminologue, Lombroso, qui considère que les criminels sont des individus qui sont en fait, pour ainsi dire, biologiquement programmés pour tuer. Des sortes d'hommes primitifs qui seraient restés parmi nous. Si on naissait, oui, comme si on naissait assassin. Voilà, le criminel né, c'est celui qui sera fatalement criminel. Donc vous voyez tout ce que ça induit derrière comme politique, pénale, bon, et comme vision de l'homme. Alors que pour Lacassagne, au contraire, le crime est le produit d'une société. Bien sûr, il y a des individus plus ou moins enclins, plus ou moins fragiles, bon, mais nous dit-il, la société, elle est criminelle qu'elle mérite. C'est-à-dire que comment dirais-je, le criminel est indissociable de son bouillon de culture, qui est la société dans laquelle il agit. Et à partir de là, c'est quelqu'un qui va s'intéresser au crime et aux criminels. Et non seulement il va s'y intéresser dans sa pratique, mais il va accumuler des publications, il va constituer des collections. Et puis surtout, il aura un disciple extraordinaire, Edmond Locard, qui sera d'abord son élève, puis son assistant, préparateur, et véritablement son continuateur, ce qui fait que jusqu'à la fin des années 1960, eh bien, cette école de criminologie lyonnaise va vraiment s'imposer et va donner lieu à des travaux absolument passionnants dans lesquels on a la trace de nombreuses affaires, mais aussi leur explication. Ce qui est très intéressant, entre autres, dans votre livre, qui est fourmillant littéralement, mais ce qui est très intéressant, c'est justement cette distinction entre d'un côté... Alors bon, bien sûr, il y a toute la police scientifique, les empreintes digitales, enfin tout ça, tous ces progrès tout à fait matériels de l'investigation criminelle. Mais il y a aussi toute la dimension psychologique, la façon de monter un interrogatoire, la façon de confondre un suspect, etc. Or, tout ça obéit
a des méthodes, et ces méthodes s'opposent entre elles. Je pense que le grand public n'a pas conscience de cette dimension-là de la police. C'est presque une science à part entière, hein. C'en est une d'ailleurs. Il y a un grand débat pour savoir si c'est une science ou Enfin, pas. peu Je importe, n'entrerai mais pas en tout dans ce cas, débat, oui, c'est mais une en grande tout cas, discipline. En tout disons, cas, voilà. c'est un savoir, Voilà. c'est une discipline. Et ce qui est remarquable, c'est que ce savoir s'est constitué au fil des siècles et que chaque fois qu'un enquêteur dans un pays met au point une méthode, eh bien très très vite, elle essaime un petit peu partout. C'est-à-dire que contrairement à ce que l'on croit souvent, la police, c'est pas une affaire de flair. Le flair, ça joue. Un bon réseau d'indicateurs ou un bon dénonciateur, c'est utile aussi. Mais les grands enquêteurs aux prises avec des criminels pervers, des criminels intelligents, compliqués, eh bien, ont dû déployer des ressources d'intelligence aussi pour les coincer et en étant très rationnels, très organisés. Dites-moi, Bruno Fuligny, pour la bouche, pour la bonne bouche ou pour la route, comme on dit, vous auriez une histoire encore à nous raconter, une histoire terrible, je sais pas, le crime de Penza par exemple. Le crime de Penza, ça se passe en Russie et il a été élucidé par un personnage hors du commun, un de ces grands enquêteurs, le général de Koshko, celui qu'on avait surnommé le Sherlock Holmes russe. Donc nous sommes avant, bien sûr, la révolution de 1917. Pas très longtemps avant. Quelques années au début avant. du XXe siècle. C'est ça, voilà. Et Koshko est en fait le chef de la police du tsar. Un jour, il voit arriver de la campagne un petit bonhomme qui a fait un long voyage en train et qui ne veut parler qu'à lui. Seul le Sherlock Holmes russe est capable de débrouiller une affaire pareille. Quelle affaire, en effet? Il s'agit d'un honnête commerçant qui a pris sa retraite à la campagne et puis qui reçoit un jour une lettre de son fils lui annonçant, son fils est parti à la ville et son fils lui annonce que pour Pâques, eh bien, il va recevoir un beau colis. Et effectivement, il y a un énorme colis, une caisse en bois qui arrive, donc il l'ouvre tout content. Et puis dans la paille, oui, ça se gâte, un bras, deux jambes, la tête d'une jeune fille découpée en morceaux. Alors là, on bascule dans l'horreur absolue et on va découvrir en fait que ce n'est pas le fils qui a envoyé cette lettre. Les deux seuls indices, c'est la lettre et un ruban que la fille a dans les cheveux. Le ruban va permettre, parmi toutes les jeunes filles disparues, d'identifier qui elle était, et l'enquête va permettre de remonter jusqu'à l'auteur de la lettre, qui est en fait un ancien employé de ce commerçant qui, devenu proxénète, eh bien, a voulu se venger en lui envoyant le corps dépecé d'une de ses victimes. Donc une histoire atroce. Où l'on ne découvre pas seulement l'assassin, mais aussi la victime. C'est ça qui est Voilà, il faut d'abord identifier la victime pour remonter jusqu'à l'assassin, car au départ, ce sont des inconnus qui reçoivent le corps dépecé d'une inconnue. Merci beaucoup Bruno Fuligny, on vous écouterait des heures. On peut évidemment lire votre musée secret de la police qui est paru chez Grune récemment, Dieu au Parlement, ça c'est chez Omnibus, la dernière livraison de Folle Histoire, le numéro 4 sur les gourmands mémorables, mais aujourd'hui nous parlions de justiciers. Histoire vraie au pluriel, parce que l'histoire au singulier n'est pas tout à fait vraie dans ce livre-là. C'est publié par Perrin et c'est de Bruno Fuligny.